Sais-tu de qui est la phrase suivante? Au Mali, il n'y a pas de culture du travail. Au niveau de l'administration publique, on travaille très peu. Quand il y a un décès ou un baptême, on a droit à une semaine de congé. Si on y ajoute les jours fériés, les fêtes nationales, les arrêts maladie et un tas de réunions interminables, alors au final, on arrive à peine à 4 mois de travail par an. Et ça, c'est très pénalisant pour nos entreprises. Cette phrase choc est attribuée à Mamadou Sinzi Coulibaly, l'homme le plus riche du Mali. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 éléments que l'on peut apprendre de son parcours qui est pour le coup vraiment très riche. Je me suis régalé en préparant cette vidéo parce que j'ai appris énormément de choses sur un monsieur qui mériterait davantage d'être connu. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à faire tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte email un livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit avant que tu puisses te lancer toi aussi dans le monde des affaires. Petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, j'organise à Paris le 15 septembre, samedi, une séance de travail avec pour but de partager ensemble sur comment investir en Afrique en prenant en compte les spécificités locales. Le but est de pouvoir te dire à peu près quel type de budget et quel type de contraintes tu vas rencontrer sur place pour que tu puisses mieux être armé pour pouvoir te lancer dans le business en Afrique. Donc si tu es à Paris ou autour et que cette thématique t'intéresse, je t'invite à aller dans la barre de description parce qu'il y a un lien qui va te conduire à une vidéo qui va t'expliquer davantage ce qu'on va faire ce jour-là. Pour être transparent avec toi, il me reste actuellement 4 places. Donc en fait, je pense que ça va aller très rapidement. Si ça t'intéresse vraiment, n'hésite plus, vas-y, réserve ta place. Fin de la parenthèse. Alors dans le cadre de nos vidéos du vendredi, aujourd'hui nous allons étudier un monsieur très intéressant. C'est un Malien, comme tu as pu le comprendre dans mon introduction. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un monsieur qui est très riche, c'est l'homme le plus riche du Mali, il a 62 ans et il est le PDG d'un groupe qui s'appelle Clédu. Alors je ne sais pas si c'est Clédu ou Clédou, donc veuillez bien excuser ma prononciation. En tout cas, il est très célèbre pour son parcours de self-made man. C'est vraiment quelqu'un qui s'est bâti tout seul, quoi. Il ne s'est pas appuyé sur une famille, sur des amis, pas du tout. Il n'avait pas d'avantage particulier dans la vie pour qu'on puisse dire que c'est grâce à ces avantages qu'il a réussi. Et pourtant, au final, il est à la tête d'une très belle entreprise. Et ce qui est remarquable avec cet homme, c'est que c'est un homme à punchline. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs africains qui sont très discrets, qui prennent très peu la parole ou quand ils la prennent, sont très polissés sur les bords. Parfois, ils caressent le pouvoir dans le sens du poil. Lui, franchement, c'est rafraîchissant de l'entendre parler parce qu'il dit bien évidemment des choses vraies. Il les dit de manière très cash, comme les Africains finalement sont habitués à les entendre. Et ça fait du bien. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 éléments que j'ai appris de sa vie et qui, je pense, vont t'aider toi aussi à pouvoir grandir dans le monde des business. Et je suis convaincu que le 5e argument va te parler peut-être plus que les autres. Alors du coup, M. Coulibaly est né au Sénégal, à Dakar, mais il a grandi et il a vécu au Mali avant de venir en France pour suivre ses études supérieures en mécanique. Au terme de son diplôme, dans les années 70, il va découvrir l'univers de l'entrepreneuriat de manière en fait finalement anecdotique. Il habite au nord de la région, au nord de Paris et dans un quartier dans lequel il y a une insécurité grandissante. Je rappelle qu'on est dans les années 70 déjà. Et quelle est l'idée qu'il a? C'est de pouvoir aller voir un groupe d'amis qui sont comédiens et il leur propose de jouer un rôle, d'aller dans une boutique bien précise qui était souvent victime d'insécurité. Et pour les uns, de pouvoir jouer le rôle des personnes qui volent dans le magasin et les autres de jouer le rôle de ceux qui vont les arrêter et donc de pouvoir dissuader ainsi toute personne de vouloir venir voler dans cette boutique-là. Le plan va marcher à merveille et le propriétaire de la boutique va lui confier la gestion de la sécurité dans sa boutique et voilà comment il va entrer dans le business de la sécurité. Malheureusement, un an après, les associations vont mettre tellement de pression sur le propriétaire de la boutique qu'il va devoir mettre un terme à leur collaboration. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir arrêter M. Coulibaly qui par la suite va décider d'aller aux États-Unis pour pouvoir continuer son aventure entrepreneuriale. Et là-bas, il va avoir une idée que je considère juste de génie, c'est qu'il va décider de pouvoir mettre sur pied une entreprise de pompes funèbres dédiée aux Africains, leur permettant de pouvoir organiser leurs obsèques comme en Afrique.
Parce que si tu vis en Europe, tu sais très bien que les obsèques ici, quand quelqu'un décède, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ton pays d'origine. Dans tous les cas, lui, il ramène ce business aux États-Unis et ça marche très bien. Tellement bien qu'au bout de 2 ans, il décide de revendre l'entreprise et il fait une énorme plus-value. Et avec cette plus-value-là, il investit en Haïti dans une compagnie aérienne. Et bien évidemment, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de rentrer au Mali pour pouvoir investir dans son pays natal. Et ça, c'est déjà un élément qui est très fort sur la mentalité de M. Coulibaly, sur là où il pensait qu'il y avait l'argent, là où il pensait qu'il devait investir son argent. Ce n'était pas en Occident comme beaucoup de gens peuvent le penser, c'était en Afrique, dans son pays d'origine. La première chose qu'on peut apprendre de M. Coulibaly, c'est le professionnalisme qui fait tant défaut en Afrique. Moi, j'ai un ami qui dit souvent que peu importe le business que tu fais en Afrique, si tu le fais bien, de manière professionnelle, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est une réalité. Et M. Coulibaly va très vite le comprendre et même au-delà de le comprendre, le mettre en application. Du coup, quand il arrive au Mali dans les années 79, il lance Sahel Music, qui est une entreprise spécialisée dans la vente de matériel vidéo. Et ensuite, il prend des parts dans des compagnies immobilières et d'assurance. Dans les années 90, il va y avoir un reportage du journal Le Monde sur lui qui va d'ailleurs dire que ce monsieur-là a créé des entreprises et on dirait que son but n'est pas de s'enrichir, mais plutôt de se faire connaître et d'avoir de l'influence. Pourquoi? Parce qu'il avait mis tellement d'argent dans le matériel et dans le professionnalisme qu'il voulait amener sur le marché qu'on se disait, mais pour pouvoir survivre avec tant de dépenses, il est forcément en train de perdre de l'argent. Eh bien, ce que l'on apprend de ça justement, c'est la valeur du professionnalisme. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai pas mal d'expériences négatives en Afrique en termes de professionnalisme. Et je pense que chacun de nous a une ou plusieurs anecdotes. Moi, celle que je vais te raconter aujourd'hui, je l'ai vécue récemment quand j'étais au Cameroun. On est là dans notre restaurant et on envoie l'un des serveurs du restaurant pour aller ravitailler en boisson pour la soirée parce qu'on n'avait plus assez de stock en boisson. Donc du coup, on va acheter la boisson dans le petit dépôt du coin. Le principe est que des grands dépôts alimentent des petits dépôts en boisson. Et ces petits dépôts-là, justement, comme ils sont à proximité des boutiques, des restaurants, chacun va vers le petit dépôt pour pouvoir prendre la quantité de boisson dont il a besoin. Donc nous, on va donc à ce dépôt-là pour pouvoir récupérer de la boisson. Et quand le jeune homme arrive, il est moins 10 pour la fermeture. Et la dame lui dit, non monsieur, vous arrivez trop tard, j'ai déjà fait mes comptes, terminé, je ne peux plus vous servir. Il insiste, il lui dit, mais non madame, écoutez, je suis arrivé, il est moins 10, il y a encore le temps, servez-moi s'il vous plaît, c'est notre recette de ce soir qui en dépend, on n'a pas assez de boisson, bref. La dame est ferme et hermétique, niette. Et là, il y a un monsieur qui assiste à la scène qui dit à la dame, écoutez madame, je vous en prie, aidez ce monsieur, il est venu, il est sympathique. Moi, je vous propose à la limite d'aller et chercher les casiers pour venir servir ce jeune homme, vous n'avez qu'à encaisser l'argent. La dame lui dit, de quoi vous vous mêlez monsieur? J'ai dit, niette, c'est trop tard, j'ai fermé ma caisse. Quelques instants après, le monsieur s'en va et donc du coup, notre serveur reste là pour insister auprès de la dame pour lui demander de la boisson parce que son sang en est vraiment mal pour cette soirée-là. Et finalement, la dame insiste bien évidemment en maintenant son refus et quelques minutes après, son téléphone sonne. Et c'est son patron. Et son patron qui est dans tous ses états. Oui, tu ne prends pas mes clients, tu te prends pour qui? Ça va pas, non? Je te paye pourquoi? Et la dame commence à se confondre en excuses. Et quelques secondes après, on voit une voiture qui se gare. C'est son patron qui descend de la voiture. Et à côté de son patron, il y a le monsieur qui était quelques minutes avant en train de proposer à la dame de pouvoir l'aider à décharger la boisson. En fait, c'était un ami du patron, elle ne le savait juste pas. Et donc, du coup, il a juste appelé son pote et il lui a dit, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ta boutique, mais là, la dame, en fait, elle te fait juste perdre des clients, quoi. Donc, le monsieur est venu vert de rage en lui disant, on est le 2 du mois, ton salaire doit arriver et tu te permets en plus de pouvoir repousser des clients. D'où penses-tu que je vais prendre l'argent pour te payer si c'est comme ça que tu traites mes clients? Bref, l'exemple est patent et je pense que toi aussi tu as plein d'exemples comme ça. D'ailleurs, je t'invite dans les commentaires à nous raconter des histoires de manque de professionnalisme que tu as rencontré en Afrique. Je ne dis bien évidemment pas que tout le monde est comme ça, mais je crois que ceux qui sont professionnels se démarquent forcément sur le marché africain. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te lancer dans les affaires en Afrique, je te conseille vraiment de miser sur le professionnalisme comme étant un vecteur de démarcation par rapport à la concurrence.
Ça veut dire que peu importe le secteur que tu veux faire en Afrique, si tu fais les choses de manière professionnelle, que tu apportes sur le marché un produit de bonne qualité, un bon service qui vient résoudre les problèmes des gens au quotidien, qu'en plus de cela, tu respectes tes engagements en termes de prix, en termes de coûts, en termes de délai, je pense que tu vas gagner énormément de parts de marché. Donc ne va pas juste en Afrique en te disant gagner de l'argent est très facile et tu tombes dans le même paquet que les autres à produire des produits et des services qui sont juste exécrables. Essaye de te démarquer par le niveau de professionnalisme que tu vas apporter. D'ailleurs, beaucoup de gens de la diaspora qui rentrent en Afrique réussissent grâce à ça, parce qu'ils ont compris ce que c'est que le professionnalisme et comment est-ce que ça peut apporter une valeur ajoutée en Afrique, et ils s'appuient dessus et ils gagnent de l'argent, gagnent des marchés et tout va très bien pour eux. Le deuxième élément que l'on peut apprendre de la vie de M. Koulibaly, c'est le fait de rester intègre et fidèle à ses valeurs. M. Koulibaly est connu comme étant quelqu'un qui se bat énormément dans ses prises de position contre la malgouvernance, mais aussi la corruption. D'ailleurs, écoutez ce qu'il a dit une fois à cette occasion-là. Les sociétés qui viennent au Mali pour investir se jettent dans la main des fonctionnaires qui sont corrompus, la plupart du temps. En fait, il s'agit de personnes du domaine public qui essaient de jouer les entremetteurs et qui traînent tout le temps dans les ministères en faisant miroiter aux sociétés le fait que grâce à elles, les entreprises vont pouvoir avoir des autorisations, avoir certains documents, ainsi de suite. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils disent aux entreprises? Vous devez engraisser à gauche, donc corrompre, engraisser à droite, donc corrompre, pour au final essayer d'obtenir parfois plus rapidement certaines autorisations. Il termine son propos en disant, dans tous les cas, il est possible de travailler au Mali sans engraisser qui que ce soit et c'est ce que je fais. Bien évidemment, ça c'est quelque chose d'assez remarquable parce qu'il termine avec une autre punchline en disant « Si j'ai dit qu'au Mali en général on travaille à peu près 4 mois dans les services publics, et bien dans les ministères on travaille encore moins de 4 mois. » Donc avis à toutes les entreprises qui vont dans ce type de méthodes frauduleuses, vous risquez de vous faire plumer sérieusement. Et moi tu vois, cet exemple-là me parle énormément parce que la corruption en Afrique, ça tu le sais, c'est vraiment très grave. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a de la corruption ailleurs, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas un pays au monde qui peut se prévaloir de ne pas avoir de corruption. Mais je pense qu'il y a des niveaux de corruption. C'est un peu comme dire que le cancer est un mal qui peut être dans un organisme, c'est vrai. Mais un cancer en début et un cancer généralisé, ce n'est pas la même chose. Et la corruption en Afrique, elle est tellement présente partout que, voilà, en Europe par exemple, si tu es arrêté par un policier, parce que tu as brûlé un feu rouge, tu n'as pas le réflexe de lui tendre un billet d'argent parce que tu sais que si tu le fais, ça va très mal se terminer pour toi. Eh bien, en Afrique, tu sais très bien que si tu es arrêté par un policier, en tout cas dans pas mal de pays, tu peux sortir ton petit billet et tu es tranquille, tu rentres chez toi. Donc, il y a véritablement cette corruption-là qui est très présente dans la vie des personnes en Afrique. Et moi, par exemple, j'ai vécu une histoire semblable avec mon permis de conduire parce que j'ai eu mon permis de conduire il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et à l'époque, au Cameroun, je ne sais même pas si ça a changé d'ailleurs, il était quasi impossible d'avoir son permis sans corrompre. Donc je suis allé à l'examen du code. Le code au Cameroun, je t'explique un peu comment ça se passait, mais je pense que ça se passe encore pareil parce que ce n'est pas dans les habitudes là-bas de faire avancer les procédures. Mais tu arrives dans une salle dans laquelle il y a 5 personnes qui sont en face de toi, un jury, tu viens, tu t'assois, vous êtes 2 ou 3 en face de l'examinateur qui vous pose des questions bien évidemment en fonction de votre visage. Il te pose une question, toi facile, toi compliqué, toi facile, et à la suite de vos réponses, il vous note. Bien évidemment, avant que tu entres dans la salle d'examen, il y a quelqu'un qui vient te voir à l'extérieur et te demande de corrompre pour t'assurer le fait que tu vas réussir ton examen. Moi, quand je suis allé pour faire mon examen, bien évidemment, on m'a demandé de corrompre. J'ai refusé. J'ai dit non, niet, moi je ne suis pas prêt de donner 1 centime, pas 1 euro pour pouvoir corrompre qui que ce soit. Si je n'ai pas mon examen, si je n'ai pas le niveau, c'est pas grave, je vais le rater. Je suis entré et ça n'a pas manqué. J'ai répondu aux questions et bien évidemment, à un moment donné, j'ai vu que le monsieur à qui j'avais dit que je ne donnais pas d'argent faisait signe à l'un des examinateurs qui m'a posé les pires questions au monde et bien évidemment, je n'ai pas réussi à trouver les pires réponses et j'ai raté mon examen. Je suis revenu 2-3 semaines après pour pouvoir repasser mon examen et ce jour-là, malgré le fait qu'on me demandait des sous et que j'ai dit encore non, j'ai pu réussir mon examen du code ce jour-là. Et 2 semaines après, j'avais la conduite. Pareil, à la conduite, on m'a demandé de corrompre pour pouvoir avoir mon examen. J'ai refusé. Je suis revenu une 2e fois et la 2e fois, j'ai eu mon examen. Donc au final, j'ai eu mon permis de conduire en redoublant à chaque fois, mais parce que je ne voulais pas corrompre qui que ce soit. Et chaque fois que je racontais cette histoire-là aux gens autour de moi, personne ne me croyait. Tout le monde me disait, c'est impossible d'avoir le permis de conduire dans ce pays sans tricher. Eh bien, tu vois,
c'est à ce niveau-là que la corruption elle est dans certains pays en Afrique. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où c'est impossible dans l'esprit des gens de pouvoir encore travailler sur le droit chemin. Et moi, je comprends M. Coulibaly justement quand il dit qu'au Mali, peu importe le fait que la corruption semble être gangrénée, généralisée, pour les personnes courageuses et déterminées, il est encore possible de travailler sans dépenser un centime à corrompre qui que ce soit. Et d'ailleurs, toi aussi, si tu veux te lancer dans les affaires, si je peux te conseiller quelque chose, c'est de pouvoir le faire de manière différente, tu vois. C'est de pouvoir le faire de telle sorte que tu aies une réelle valeur ajoutée au niveau de ta droiture, de ton intégrité, de ton honnêteté. Ne succombe pas aux sirènes de la facilité parce qu'en fait, c'est ça la corruption. C'est la volonté de s'enrichir rapidement. Ne succombe pas à ces sirènes-là. N'essaye pas de prendre des raccourcis pour arriver rapidement parce que très souvent, ces raccourcis-là, bien évidemment, t'éloignent. Et une fois que tu as baigné dedans, il est très difficile d'en ressortir. Et je pense que si tu veux venir pour contribuer à développer le continent et ton pays en particulier, mais tu sais très bien que ce n'est pas encore corrompant, que tu vas y parvenir. Donc voilà, intègre le fait que ça existe. Intègre le fait que voilà, tu dois pouvoir utiliser beaucoup de sagesse et de pédagogie quand tu veux investir en Afrique, mais intègre le fait que c'est possible de ne pas corrompre à gauche à droite pour pouvoir avancer dans l'accomplissement de tes projets ou de tes rêves. Le troisième élément qu'on peut apprendre de la vie de M. Coulibaly, c'est qu'il croit aux jeunes et il investit dans la jeunesse. En fait, il accompagne le développement de l'emploi des jeunes. Il a été le pionnier de ce que l'on appelle des business angels, c'est-à-dire des investisseurs providentiels qui investissent dans les projets des jeunes. Beaucoup de personnes, quand elles veulent investir, notamment en Afrique, te disent « j'ai un très beau projet et je n'ai pas d'argent ». Et parfois, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'argent et c'est très difficile pour elles de pouvoir aboutir à un financement. Et c'est juste dommage que beaucoup de personnes qui ont réussi ne pensent pas à encourager ou à investir dans les plus jeunes afin de leur donner la possibilité de pouvoir, elles aussi, créer de la richesse, de la valeur au travers de leurs idées qu'elles veulent matérialiser. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi pour le dire, mais je crois que l'Afrique se développera quand il y aura une masse critique d'entrepreneurs à succès. C'est-à-dire que quand il y aura plus de 2, 3, 4 personnes qui réussissent, mais quand chaque année, l'Afrique va produire des multimilliardaires. Mais pour qu'elle puisse produire des multimilliardaires, il faudrait qu'à l'entrée, il y ait des milliers de jeunes qui chaque année créent de très bons projets. Et moi, je pense que pour que cela soit possible, il faudrait que les personnes qui ont déjà réussi aujourd'hui, comme M. Coulibaly, créent des incubateurs dans lesquels ils vont former les jeunes à créer des projets et à les réaliser et au final, à les financer quand ces projets-là sont matures. Et moi, j'apprécie vraiment l'idée de M. Coulibaly. D'ailleurs, toi aussi, que penses-tu de cette idée-là? Est-ce que tu penses que ça peut être pertinent, justement, de pouvoir créer une école comme celle-là dans laquelle on forme des entrepreneurs dans ton pays? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être, je ne sais pas moi comment on peut le faire, hein, mais faire parvenir ce message-là aux personnes qui ont réussi dans nos pays pour qu'ils comprennent bien qu'ils ont aussi intérêt pour pouvoir peut-être bâtir davantage leur légende à permettre que d'autres entrepreneurs, après eux, prennent la relève et aillent beaucoup, beaucoup plus loin. Quatrième élément que l'on peut tirer de la vie de M. Coulibaly, c'est qu'il n'y a aucun signe extérieur de richesse chez ce monsieur. Monsieur Coulibaly, tout le monde s'accorde à dire que c'est un homme simple. Il est toujours habillé de manière décontractée, jean, polo, casquette, jamais en cravate et veste, tout ce que tu veux, parce qu'il veut continuer de véhiculer l'image justement de quelqu'un de simple. D'ailleurs, il a dit cette célèbre phrase, une de plus, il serait indécent de rouler dans une voiture de 100 000 € dans un pays dans lequel le salaire minimum est inférieur à 100 €. Quelle belle phrase! Ben écoute, tu vois, moi je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé en Afrique. J'avais fait un live la dernière fois que j'étais au Cameroun dans lequel je parlais de ça. D'où vient l'argent des gens en Afrique? Parce que quand tu vois le niveau de vie et que tu vois les voitures qui roulent en route, je me suis toujours demandé, mais d'où viennent ces personnes qui ont ces voitures-là, qui ont ce niveau de vie-là? Honnêtement, je veux comprendre ce mystère. Et tu vois, il y a vraiment ce piège-là qui est celui de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Déjà, quand tu n'es pas entrepreneur, c'est un piège. Et à plus forte raison, quand tu es entrepreneur, c'est un piège qui guette énormément les personnes qui sont entrepreneurs. C'est de vouloir, tout de suite, dès qu'elles ont des premiers résultats, dilapider cet argent-là pour pouvoir se satisfaire et combler tous leurs besoins qu'elles mûrissaient ou qu'elles, je ne sais pas moi, refrénaient depuis qu'elles étaient toutes petites. Et ça, bien évidemment, ça traduit une très mauvaise compréhension du cycle de l'argent. Mais ça, j'en parle déjà dans pas mal d'autres vidéos. Voilà, ça c'est un gros piège. Et j'espère que toi aussi, tu n'es pas dans le piège du m'as-tu vu, le piège
privilèges, du bling bling, à vouloir acheter à chaque fois le dernier iPhone alors que tes moyens ne te le permettent pas, sous prétexte que tu veux te faire plaisir, à vouloir tout le temps acheter le dernier costume, la dernière chaussure, sous prétexte que ça te plaît. Et ce faisant, bien évidemment, tu ne réalises pas que tu es juste en train de faire vivre la société de consommation dans laquelle tu es. Et ceci n'est pas pour ton profit ni pour ton bénéfice, du moins si tu veux te lancer dans les affaires. Le cinquième point, c'est qu'il est visionnaire. En 2005 déjà, son groupe a acheté 300 hectares de terrain à peu près une trentaine de kilomètres de Bamako pour pouvoir développer un complexe dans lequel il allait pouvoir faire de l'agriculture écologique, de l'apiculture, de l'élevage. D'ailleurs, on dit qu'il y a 3000 autruches dans ce complexe-là. Et il a investi comme ça dans différents domaines très porteurs. Et ça, tu vois, je pense que c'est souvent quelque chose qui manque beaucoup aux entrepreneurs. Le manque de vision. Ils ont juste pour objectif de venir faire ce que d'autres font déjà. Et pourtant, un entrepreneur doit aussi avoir ce côté visionnaire là, de qu'est-ce que je peux apporter au marché qui est manquant aujourd'hui. Et moi, je pense que l'une des questions que l'on devrait se poser justement, c'est quels sont les secteurs porteurs dans mon pays dans 10 ans? Pas aujourd'hui, non. Parce que ceux qui sont porteurs aujourd'hui, d'autres personnes sont déjà dedans et il n'y a plus beaucoup d'argent à se faire dedans généralement. Mais quelles vont être les habitudes des gens dans 10 ans? Qu'est-ce que les gens vont manger dans 10 ans? Est-ce que les gens vont toujours manger de la même manière? Quels vont être les besoins des gens dans 10 ans? Par exemple, ceux qui ont commencé à anticiper dessus se sont rendus compte que la création des crèches allait devenir quelque chose d'assez nécessaire dans pas mal de pays africains, dû au fait que de plus en plus de jeunes vont à l'école et quand ces jeunes-là ont des enfants, ils ne délaissent pas leur boulot, ils mettent leurs enfants chez des nounous ou alors dans des crèches pour pouvoir aller travailler. Donc, les personnes précurseurs ont compris que le business des crèches allait devenir un business intéressant en Afrique et se sont engouffrés dans ce filon-là. Mais il y a plein d'autres secteurs comme ça dans lesquels tu peux te poser la question, quels sont les secteurs que la croissance de mon pays va emmener demain à transformer en opportunité de business. Et voilà des secteurs dans lesquels tu peux te lancer. Alors l'agriculture et l'élevage sont toujours bien évidemment des secteurs hyper apporteurs. C'est pour ça que je suis dans ces secteurs-là. Mais il faut quand même se poser certaines questions. Quelles vont être les habitudes alimentaires des personnes dans mon pays dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est en fonction de ça que je vais faire de l'agriculture. Est-ce que les gens vont consommer de la même manière, de la pâte, du poulet, je sais pas moi? Ou alors, est-ce qu'ils vont commencer à diversifier leurs habitudes? On a des centres commerciaux qui sont en train de naître et grandir dans nos pays en Afrique. Est-ce que ça va changer les habitudes des consommateurs? Probablement oui. Qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce que je peux faire autour de ça, de ces changements pour pouvoir créer de la valeur ajoutée? Parce que ça, tu le sais très bien, le meilleur moyen pour pouvoir créer, le meilleur moment pour pouvoir créer une entreprise, c'est lorsqu'il y a un changement. Parce que tout changement entraîne changement d'habitude et donc opportunité de création d'entreprise. Voilà les 5 points que je voulais partager avec toi de la vie de M. Koulibaly. En commentaire, dis-moi lequel de ces 5 points te parle le plus, lequel te semble être le plus pertinent dans la vie d'un entrepreneur. Va dans les commentaires et partage-le moi. Et ensuite, on va pouvoir en débattre. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, plus que 3 choses à faire. Liker, commenter et partager. De toute façon, partage si elle t'a plu et même si elle ne t'a pas plu, partage parce que je pense qu'elle plaira à d'autres personnes quand même. À très bientôt sur la chaîne.